On commence avec le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, qui appelle le Premier ministre Benyamin Netanyahou à prendre une décision claire sur l'avenir de la bande de Gaza. Oui, c'est lors de discussions sécuritaires qu'Eyal Zamir a exprimé ses doutes quant à l'efficacité d'une force internationale de stabilisation soutenue par les États-Unis et chargée de désarmer le Hamas. Selon lui, si ce mécanisme échoue, l'armée israélienne devra reprendre le contrôle sécuritaire du territoire. Il met aussi en garde contre un vide de pouvoir et contre le risque d'un retour en force du Hamas. Le chef d'état-major souligne surtout une question centrale encore sans réponse. Qui gouvernera Gaza le jour d'après? Il a donc demandé au Premier ministre de prendre une décision claire et précise sur ce sujet. 273 victimes israéliennes du terrorisme et leurs familles ont déposé une action en justice contre l'autorité palestinienne et le Hamas. Et les plaignants réclament plus d'1 milliard de shekels de dommages et intérêts sur la base de la nouvelle loi israélienne d'indemnisation des victimes du terrorisme. Parmi eux figurent des familles touchées par les massacres du 7 octobre. Elles accusent l'autorité palestinienne de financer et d'encourager des actes terroristes. Selon les avocats, cette procédure vise à obtenir réparation et couper les sources de financement du terrorisme. Un mot de politique à présent, avec ce nouveau bras de fer entre la conseillère juridique et le gouvernement. Oui, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, qui a demandé à la Cour suprême d'obliger le Premier ministre Benyamin Netanyahou à exprimer pourquoi il refuse de démettre de ses fonctions son ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir. Elle accuse le ministre d'ingérence grave et répétée dans le travail de la police, mettant en danger son indépendance. Et la réaction du ministre ne s'est pas fait attendre. Tout à fait, puisqu'il a déclaré, je cite, « Je ne reconnais pas son autorité, elle agit d'une manière politique et non juridique. La Cour suprême devra donc désormais trancher un nouveau dossier explosif qui ne va pas arranger les relations déjà très tendues entre la conseillère juridique et le gouvernement. » Et toujours concernant la Cour suprême, les juges ont décidé de suspendre une loi visant à sanctionner des enseignants accusés de soutenir le terrorisme. Oui, tout à fait, Maëva, puisque le texte permettait de retirer des financements aux établissements scolaires et de licencier des enseignants sans procédure préalable. Les juges estiment que la loi porte atteinte aux principes fondamentaux du droit. L'État dispose désormais de plusieurs mois pour justifier ce dispositif, faute de quoi la loi pourrait être annulée. Les ministres concernés dénoncent une entrave à la lutte contre l'incitation à la violence. Dans le domaine de la sécurité, cette information, une Israélienne de 22 ans a été secourue après s'être égarée dans la ville palestinienne de Jéricho. Oui, c'est une jeune femme qui a été repérée alors qu'elle errait dans le centre de la ville, donc de Jéricho, en zone interdite et surtout dangereuse pour les civils israéliens. Les forces de l'administration civile sont rapidement intervenues pour la mettre en sécurité avant de la remettre à l'armée israélienne. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle se serait donc trompée de route. Son état de santé est par contre jugé bon. À Yafo, à présent, un enseignant de yeshiva a été violemment agressé hier soir. Oui, alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa voiture, un individu l'a frappé au visage, l'a projeté au sol, puis a pris la fuite. Selon la direction de l'établissement, l'agression a été accompagnée d'insultes antisémites. Une plainte a été déposée auprès de la police. La yeshiva appelle les autorités à renforcer la sécurité sur place et plus particulièrement dans le quartier de Yafo. Et puis Olivier, on termine avec un record historique du nombre de visiteurs sur le mont du Temple. C'était en 2025, donc il n'y a pas longtemps, le nombre de visiteurs juifs sur le mont du Temple a connu une hausse de 31%, plus de 76 000 personnes qui se sont rendues sur ce site au cours de l'année, un chiffre inédit puisqu'il est presque 2 fois supérieur à celui d'il y a 10 ans, une augmentation qui s'observe malgré des règles d'accès strictes et un dispositif sécuritaire renforcé, une évolution marquante pour ce lieu hautement sensible et au cœur de la vieille ville de Jérusalem. La contestation populaire en Iran continue de s'amplifier, des manifestations qui se multiplient, un pouvoir sous pression. Alors quelles sont les raisons profondes de cette colère et jusqu'où les manifestants sont-ils prêts à aller et surtout quelles conséquences possibles pour Israël et sa région? Pour en parler, nous sommes avec Dr Ephraim Herrera. Dr Herrera, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous.
Vous êtes historien et spécialiste du monde musulman et on va essayer, grâce à vous, d'en savoir un peu plus. Vous avez essayé de nous éclairer sur ces manifestations qui ont commencé déjà depuis quelques jours en Iran. D'abord, comment expliquer l'ampleur actuelle de cette contestation en Iran, de ces manifestations qui ont eu lieu? Qu'est-ce qui a poussé les gens à descendre dans la rue? Beaucoup de choses, finalement, beaucoup de causes. D'abord, une économie à la dérive et la chute de la monnaie du rial, de la monnaie iranienne. Il y a l'inflation galopante, il y a le chômage, il y a les infrastructures qui ne sont pas à la hauteur, il y a des pannes d'électricité continues tous les jours, et il y a les sanctions économiques de l'Union européenne et des États-Unis qui pèsent très lourd avec un embargo pétrolier, le gel d'avoirs. Il y a une corruption massive en Iran, avec une oligarchie en place. De facto, ce sont les gardiens de la révolution qui exploitent toute l'économie iranienne. Il n'y a pas de liberté fondamentale. Il y a des problèmes de pénurie d'eau très graves, avec une atteinte profonde des couches phréatiques, et ça touche aussi beaucoup l'agriculture. Il y a des problèmes de fond, parce que l'Iran, c'est un pays qui est composé de nombreuses ethnies. Les Persans sont environ 50%, mais il y a principalement des Azéris, des Kurdes, aussi des Arabes, des Baloutchis et autres. Et donc, finalement, c'est un pays divisé au niveau des ethnies. Et surtout, les ethnies non persanes sont brimées et défavorisées par rapport à l'ethnie dominante. Il y a une opposition à la conception religieuse des ayatollahs, et avec en particulier la police des mœurs. Ça a déjà entraîné des émeutes dans le passé. La composition du budget iranien, qui est centrée sur l'armement et la sécurité, et sur le financement de proxys comme le Hezbollah ou le Hamas. Et d'ailleurs, dans les manifestants chantent ni Gaza ni Liban, ma vie est pour l'Iran. Donc on le voit bien. Et au niveau du fond, il y a une opposition, comme je l'ai dit, à la conception de Khomeini et de Khamenei, avec un islam chiite qui est le vrai islam, qui doit dominer le monde. Et on exporte la révolution avec les proxys. Donc tous ces éléments font que les gens sortent dans les rues quand la cause immédiate est bien évidemment la situation économique catastrophique. Quand on a faim et qu'on a froid, à ce moment-là, on sort dans les rues, quitte à mettre sa vie en danger. Alors, docteur Herreras, toutes ces raisons, tous ces éléments que vous nous avez expliqués ne sont pas nouveaux quelque part. Alors, pourquoi, tout d'un coup, on a vu ces manifestations, on a vu ce mouvement de protestation? Maintenant, si on analyse le niveau économique, la chute du rial est dramatique. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans le robinet, c'est aussi dramatique. On parle le gouvernement lui-même a parlé de déplacer Téhéran vers le sud du fait du manque d'eau. Donc quand on a faim et on a soif et on n'a pas de travail, à ce moment-là, ça pousse aux manifestations. Vous avez raison de dire qu'il faut analyser à quel point ces manifestations risque d'amener à une chute ou non du régime. Ouais. Il faut se rappeler qu'en 2009 et en 2022, il y a eu des manifestations similaires en Iran pour d'autres raisons immédiates, mais qui se sont produites quand même. Alors, on va reparler de ça parce que c'est un sujet très important et très intéressant de savoir si ces manifestations ont une chance quelque part de voir la fin du régime iranien. Mais d'abord, un petit mot encore sur les manifestations et les manifestants. Qui sont les manifestants? Et d'autre part, est-ce que les manifestations ont lieu dans tout le pays ou seulement dans les grandes villes? Alors effectivement, les manifestations vont en augmentant dans de plus en plus de régions. Avant de préparer cet entretien avec vous, j'avais écrit que les Kurdes n'étaient pas rentrés dans les manifestations. Mais dans les heures qui sont passées là maintenant, on voit qu'il y a eu déjà des arrestations de Kurdes à Marivan, dans la région kurde de l'Iran. Donc ça commence à toucher la région kurde, qui est quand même une minorité très forte et qui inquiète beaucoup le régime en place, parce qu'elle peut se mettre avec les Kurdes de l'Irak, par exemple, et ça représente une menace pour l'intégrité du pays.
l'intégralité du pays et pour le régime lui-même. Donc on voit que les couches tant persanes que non persanes commencent à rentrer dans les manifestations et elles commencent à être violentes. Il y a une station de police qui a été prise, il y a une base des Basidj qui a été prise. On reparlera quand on étudiera les chances de chute du régime. Les Basidj sont les jeunesses iraniennes, en général à peu près on peut dire 1,5 million de jeunes, avec une réserve de plusieurs millions de personnes dont le rôle principal est d'assurer la sécurité intérieure et donc d'aller attaquer les populations civiles si nécessaire, comme ça s'est passé d'ailleurs en 2022. Alors justement, est-ce que, il y a eu, comme vous l'expliquez déjà, il y a eu déjà des manifestations, il y a eu des mouvements de contestation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2022 et puis aussi à d'autres moments. Tous ces mouvements de contestation, ces manifestations ont été cassés d'une certaine manière par le régime par le régime iranien. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir est fragilisé réellement? Et est-ce qu'il y a une chance que ce pouvoir tombe après ces manifestations? Les analyses qui ont été faites sur les probabilités de chute d'un régime montrent que c'est un phénomène qu'on pourrait décrire comme chaotique. On ne peut pas le prévoir, mais on sait quelles sont les conditions requises. Des manifestations populaires massives, une opinion publique négative du régime, des répressions violentes de manifestations, des arrestations, des mises à mort sommaires, tortures, disparition d'opposants, des limitations des droits civils, une économie faible et corrompue. Toutes ces conditions sont réunies en Iran. Mais il y a quand même, il faut être prudent et circonspect parce que pour l'instant, de facto, le gouvernement n'a pas agi de manière violente contre les manifestations, ou très peu. On a rapporté pour l'instant peut-être un mort. Ils tirent pour l'instant du gaz lacrymogène, des balles en caoutchouc et des choses comme ça. Les Basidj ne sont pas encore intervenus vraiment contre ces manifestations. Et à un autre point, il n'y a pas de dirigeants ou de groupes dirigeants fantômes, d'alternatives au régime. On peut parler du fils du Shah aux États-Unis, mais il n'y a pas d'infrastructure qui a été montée, mise en place pour être une vraie alternative au régime en place. Donc, en fait, il faut attendre de voir comment ça va se développer dans les jours à venir. On a parlé des différentes régions, mais on a vu aussi que les étudiants sont très actifs, y compris les étudiants des universités d'élite qui vont être ensuite les ingénieurs et les cadres supérieurs du pays qui sont aussi rentrés dans ces manifestations. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas vu, je suis désolé de le dire, des centaines de morts, et alors on sait que pour l'instant, le régime se sent encore suffisamment en sécurité. Quand il y aura des centaines de morts, c'est malheureux à dire, mais c'est un fait, à ce moment-là, on pourra voir, est-ce que ça va se développer plus, est-ce que les militaires et les policiers et les Basidj vont cesser les tirs sur les populations ou les rejoindre? Ça, c'est ce que l'avenir dira. Il y a toujours en plus le risque de quelle serait la situation après. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois grandes possibilités. La première possibilité, c'est le Shah d'Iran revient et met en place, comme il l'a dit lui-même, une monarchie constitutionnelle. En fait, il aurait un rôle honorifique, un petit peu comme la reine d'Angleterre ou comme ça s'est fait dans plusieurs pays où il y a un roi mais qui est symbolique. La deuxième possibilité, c'est le démantèlement de l'Iran, avec une région kurde, une région arabe, une région baloutchi, une région azérie qui rejoindrait l'Azerbaïdjan. Et la troisième possibilité qui était apparemment, selon des sondages qui ont été faits par un professeur en Hollande, serait une vraie démocratie. Mais on ne voit pas les infrastructures qui permettraient d'y arriver. Alors, donc en fait, il faut attendre avec patience de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, question aussi, comment réagit jusqu'à présent les dirigeants du régime iranien? Est-ce qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites? Est-ce qu'ils s'intéressent justement à ces manifestations? De quelle manière? Absolument. Le président en place a déclaré qu'il faut être à l'écoute des civils. C'est-à-dire que tant que les manifestations sont principalement économiques,
à ce moment-là, le régime peut les contenir et peut dire nous allons faire des réformes, etc. Mais ce n'est pas que ça qu'on entend dans les manifestations. Quand on entend ni Liban, ni Gaza, on veut l'Iran, ça c'est contre la politique d'exportation de la révolution. Quand on dit mort au dictateur, c'est contre le régime des ayatollahs. Donc en fait, le régime essaye de montrer que la révolte est principalement économique pour des raisons objectives, puisque les gens savent très bien que quand ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau ou il y a une eau sale qui en sort. Et l'électricité, alors qu'il fait très froid actuellement en Iran, n'est pas fournie 24 heures sur 24. Donc le régime essaye de faire basculer ces manifestations uniquement dans le plan économique en essayant de proposer des réformes et une aide qui ferait que ces manifestations se réduisent, s'estompent, alors qu'en fait, la nature profonde de ces manifestations ne se limite pas au domaine économique, mais touche aussi et le domaine politique et le domaine religieux et la nature même de l'Iran. Et pendant ce temps-là, le programme nucléaire et le programme tout simplement d'armement contre Israël continue en fait en Iran, et ce n'est pas une raison de l'arrêter. Il continue de plus belle. Les Iraniens ont appris la leçon de cette guerre des 12 jours et essayent de mettre en place des systèmes de protection, de défense et de possibilités d'attaque sans qu'Israël puisse s'opposer à cette attaque. Ils le font de manière très intensive. Non, ils n'ont pas encore changé de position, ils ne peuvent pas changer de position. Si on reprend les fondements de l'Iran de Khomeini, et ensuite Khamenei a pris la même position, Israël est l'ennemi de l'islam depuis sa naissance. Et le but est d'extirper ce cancer du Moyen-Orient. C'est un but profond et c'est même eschatologique, puisque dans la tradition musulmane chiite, le Mahdi, qui est le dernier des 12 imams, c'est selon la conception de l'islam duodécimain chiite qui domine en Iran, ce même Mahdi viendra et mettra à mort tous les juifs. Donc on a ici un problème de fond. La nature du combat de l'Iran avec Israël est profondément religieuse. On n'a pas de frontières communes, on n'a pas de lutte économique ou touristique ou industrielle avec eux. La base et l'essentiel de la guerre avec l'Iran est religieuse, basée sur la conception chiite par rapport à Israël et aux Juifs. Dernière question, professeur Herrera, et elle concerne aussi bien sûr la région et Israël plus particulièrement. On a vu circuler sur les réseaux sociaux des appels d'Iraniens demandant à Binyamin Netanyahou et à Israël d'intervenir. Comment, selon vous, Israël doit-il réagir face à ce mouvement de protestation en Iran ? Il peut dire très bien, bravo, faites. Il pourrait éventuellement... je ne voudrais pas trop parler de ce qu'Israël pourrait faire, parce que peut-être qu'ils vont le faire vraiment, et je n'ai pas besoin de donner des idées au régime en place. Il y a à faire, et ça a commencé déjà. On a vu qu'il y a des messages qui ont été émis au nom du Mossad, appelant les populations à essayer de mettre en place un nouvel Iran ouvert. On se rappelle que l'Iran d'avant Khomeini avait de très bons rapports économiques et industriels avec Israël, et ça pourrait se renouveler parce qu'il y a une grande partie de la population iranienne qui serait favorable à ces relations tant qu'elle n'est pas touchée profondément par ce chiisme antisémite. Est-ce qu'on peut imaginer que ces mouvements de protestation sont infiltrés en Iran par peut-être des agents israéliens du Mossad ? Non, ils sont profondément internes à l'Iran. On sait parfaitement qu'il y a une insatisfaction profonde. On connaît les faits. Les gardiens de la révolution tiennent toute l'économie. Tout est entre leurs mains. C'est eux qui vivent dans le grand luxe alors que les populations sont affamées et brimées. Non, les problèmes de fond de l'Iran appartiennent à l'Iran. Ce n'est pas Israël qui a détruit les nappes phréatiques qui font qu'on ne peut plus faire pousser des pistachiers en Iran. Les problèmes sont internes. Donc il faut attendre les semaines, peut-être les mois à venir pour voir de quelle manière ces manifestations et cette protestation va se terminer en Iran.
Et ça peut aller très vite aussi, on ne sait pas. Il faut suivre jour par jour. On est déjà après bientôt une semaine, hein, et les mouvements, pour l'instant, sont en train d'augmenter. Mais encore une fois, le régime n'a pas encore opté pour une réaction violente pour essayer de mettre un terme à ces manifestations. Docteur Ephraim Herrera, merci beaucoup pour ces explications et merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et on commence cette revue de la presse avec des prévisions sécuritaires de la presse israélienne ce matin. Dans une analyse publiée par le Israël Hayom, le chroniqueur sécuritaire Yoav Limor estime que 2026 sera une année test pour Israël. Sur Gaza, le journal est clair. Israël ne veut ni gouverner la bande, ni gérer sa population. Son objectif est uniquement sécuritaire. Empêcher qu'une entité armée puisse à nouveau attaquer le pays comme le 7 octobre. Problème, selon l'auteur, Gaza n'est pas démilitarisé et le Hamas est toujours au pouvoir et aucune stratégie claire pour le jour d'après n'a été définie. Au nord, la pression monte face au Hezbollah. Israël pourrait être contraint d'agir si le Liban ne neutralise pas la menace sans pour autant chercher à occuper le pays. La Syrie reste imprévisible, la Turquie est décrite comme un acteur régional ambitieux et dangereux, et l'Iran, bien sûr, qui traverse ces tensions internes qu'Israël observe avec prudence. Conclusion du Israël Hayom, l'année 2026 sera une année test, mais les responsables israéliens ne doivent pas oublier qu'Israël n'a pas le luxe d'attendre. Des décisions stratégiques devront être prises rapidement. Et au Liban, justement, le Hezbollah continue de se renforcer malgré les engagements pris pour son désarmement. La chaîne E24 News révèle que le délai accordé au gouvernement libanais arrive à expiration sans résultat concret sur le terrain, selon la chaîne de télévision. Les tentatives de reconstruction d'infrastructures militaires auraient même été observées par les militaires israéliens. Les experts israéliens estiment aussi que le Hezbollah se transforme progressivement d'une force militaire structurée en un réseau de guérillas dispersés, ce qui complique davantage toute tentative de désarmement. Les autorités israéliennes affirment vouloir préserver la liberté d'action de Tsahal face aux menaces du Hezbollah. Puis révélation d'un quotidien israélien un mois avant le 7 octobre. Israël a demandé au Qatar d'augmenter les versements au Hamas. C'est une information étonnante révélée ce matin par le Yediot Ahronot. Avant le 7 octobre, donc au début du mois de septembre 2023, le gouvernement israélien aurait sollicité une augmentation des transferts de fonds du Qatar vers le Hamas dans la bande de Gaza. Cette demande a été faite lors d'une réunion tenue dans un hôtel à Jérusalem en présence d'un haut responsable qatari. Et selon toujours les informations du Yediot Ahronot, les représentants israéliens espéraient ainsi acheter le calme en élargissant l'aide financière, notamment par des approvisionnements en carburant, des garanties économiques, alors que les tensions à la frontière de Gaza montaient. Les responsables qataris ont, eux, transmis à leurs interlocuteurs israéliens un message des responsables du Hamas indiquant que l'organisation ne cherchait pas à déclencher une escalade, mais souhaitait maintenir la stabilité tout en exigeant davantage d'aide et davantage économique. Et après le 7 octobre, les habitants de Sderot ne comptent plus que sur eux-mêmes. Et c'est aussi le Yediot Ahronot qui raconte que dans un site abandonné au cœur de la ville, une centaine d'hommes et de femmes s'entraînent au combat urbain. Ce ne sont pas des unités d'élite, mais la nouvelle force de défense municipale, des civils, des réservistes, des habitants armés qui sont formés, comme si la prochaine attaque pouvait survenir à tout moment. La municipalité a tiré les conclusions du 7 octobre. Aujourd'hui, à Sderot, un habitant sur 7 est armé et la mairie a décidé d'organiser, d'encadrer et de professionnaliser cette réalité. Le maire Alon Davidi le dit sans détour, il fait confiance à l'armée, mais il ne veut plus dépendre uniquement d'elle. Pour lui, la défense commence dans la ville avec ses habitants.
Politique à présent avec de nouvelles tensions entre le gouvernement et la conseillère juridique. C'est le Haaretz, comme le reste des quotidiens, qui revient sur cette nouvelle raison de tension. La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, a saisi la Cour suprême pour demander qu'elle oblige le Premier ministre Benyamin Netanyahou à expliquer pourquoi il refuse de démettre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Dans sa requête, elle affirme que Ben-Gvir outrepasse ses prérogatives et intervient de manière répétée dans le travail de la police, portant atteinte à son indépendance et aux principes de l'état de droit. Selon elle, l'inaction du Premier ministre face à ces dérives justifie l'intervention de la Cour suprême. De son côté, Ben-Gvir rejette toutes les accusations et dénonce une démarche politique. Les sondages du vendredi à présent avec le Likoud qui reste toujours en tête mais ne peut toujours pas former une coalition. Selon un sondage publié par la chaîne N12, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud du Premier ministre Benyamin Netanyahou arriverait en tête avec 26 sièges, mais la coalition actuelle resterait minoritaire autour de 51 mandats, loin donc d'une majorité stable. Le bloc d'opposition atteindrait, lui, 59 sièges, sans majorité claire, lui non plus, ce qui maintient une forte incertitude politique. Dans les détails du sondage, Benny Gantz et Bezalel Smotrich ne dépassent pas cette semaine le seuil d'entrée à la Knesset. Et puis interrogés sur leur perception de l'année 2027, 37% des sondés pensent que la situation du pays s'améliorera, tandis que 19% anticipent une détérioration. Et puis nous terminons cette revue de la presse avec le décès de Maurice Kahn, milliardaire et grand philanthrope israélien qui est décédé à l'âge de 95 ans. Et tous les quotidiens israéliens rendent hommage ce matin à ce grand philanthrope né en Afrique du Sud. Maurice Kahn avait fait son aliyah en 1956. Il est considéré comme l'un des pionniers de la high-tech israélienne. Dans les années 80, il participe à la création de la société qui deviendra Amdocs, où il réalisera une fortune estimée à près d'1 milliard de dollars. Mais Maurice Kahn, c'est aussi un homme de vision. Il est à l'origine du projet Space IL, avec l'ambition de faire atterrir une sonde israélienne sur la Lune. Grand donateur, il a également fondé l'organisation LEAD, dédiée au développement du leadership chez les jeunes Israéliens. Le président Yitzhak Herzog lui a rendu hommage, saluant un homme qui, je cite, rêvait jusqu'à la Lune tout en restant profondément attaché à l'État d'Israël et à sa société. Sur un chemin de vérité, c'est le titre du nouveau livre de notre ami Aurel Medioni et qui parle de Rabbi Moshe ben Nachmanin, le Ramban. Voilà. Merci d'être avec nous, Aurel, pour en parler. Merci de m'avoir invité. Tout frais, ce livre qui est paru aux éditions Lishma. Le troisième livre que tu as écrit, on en avait parlé déjà ensemble, c'était Les ailes de la colombe, qui était un livre sur le Or HaChaim. Voilà. Puis avant, il y avait un autre livre. Voilà, un livre on n'a pas eu l'occasion d'en parler ensemble, mais il existe. Hein. Voilà, il a paru pendant la période du Corona. Ça s'appelle Creuse la parole sur le Netziv. Donc voilà, j'ai voulu remonter dans le temps et je suis arrivé au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, alors c'est un peu, on va dire, ta spécialité, c'est de prendre des grandes figures du judaïsme et de voir à partir de leurs textes un peu, d'expliquer un peu leur parcours, d'expliquer un peu leur pensée. C'est un peu ça. Hein, voilà, donc il y a toujours une partie un peu historique parce que ça m'intéresse toujours de voir ces grands maîtres, dans quel contexte ils ont vécu. Et puis au niveau de ce que j'écris, c'est prendre un passage de ce qu'ils écrivent eux-mêmes sur la paracha dans un commentaire. C'est le fil directeur. Et à partir de là, j'apporte d'autres commentateurs qui ont parlé sur ce thème. Voilà. Donc, c'est toujours des livres où il y a un commentaire qui est le fil directeur voilà, au centre, mais on va ajouter autour des commentaires contemporains ou pas. Alors, sur un chemin de vérité, d'abord un petit mot sur le titre.
Oui. Comment il a été choisi? Alors, une partie des commentaires du Ramban, de Nachmanide, ils sont introduits par Al-Derech HaEmet, ce qui veut dire sur le chemin de vérité. C'est un livre qu'il a écrit. Non, ça c'est dans les commentaires. D'accord. Une partie de ces commentaires, il écrit au début Al-Derech HaEmet. D'accord. C'est des commentaires très spécifiques, parce que c'est des commentaires kabbalistiques. C'est les commentaires dont je touche pas du tout, parce que je connais pas grand-chose. Il faut pouvoir décrypter. Peut-être un jour j'aurai ce mérite, j'espère. En tout cas, donc sur Al-Derech HaEmet, sur le chemin de vérité. Voilà, j'allais pas appeler le livre sur le chemin de vérité, donc j'aimais bien sur un chemin de vérité, sachant que les commentaires de Nachmanide, c'est aussi des commentaires où il y a beaucoup d'échanges avec pas ses contemporains, mais avec Rashi, le Rabbi Ibn Ezra, et Maïmonide, le Maïmonide du Guide des Égarés. Donc en fait, il est dans une discussion, une discussion permanente, en tout cas très souvent dans ses commentaires. Donc c'est un chemin que nous propose Nachmanide, et c'est pour ça que j'ai appelé le livre sur un chemin de vérité. Alors, c'est des commentaires essentiellement sur la Torah, sur les parashiot de la Torah. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est que Nachmanide a écrit donc ces commentaires qui sont très importants pour bien comprendre la Torah. Si on avait un classement à faire, il y aurait Rashi et puis tout de suite après Nachmanide. Alors, en règle générale, si on peut dire ça, il y a dans les commentaires classiques, il y a ce qu'on appelle dans les commentaires de la Torah l'anthologie classique qu'on appelle les Mikrot Gedolot, les grandes écritures, on pourrait traduire ça, mais bon, Mikrot Gedolot. Donc il y a systématiquement Rashi et le Ramban. Les commentaires comme le Rashbam, le Sforno à la Renaissance, il y a le Ibn Ezra aussi qui est contemporain, qui est espagnol, qui est contemporain du Ramban. Donc en général, le Ramban, il est considéré, on va dire, il est très souvent cité, évidemment pas à l'égal de Rashi, mais juste après. Mais donc on a Rashi, Ramban, Ibn Ezra, Sforno, Rashbam, et puis après Kliyakar, Or HaChaim. Bon, c'est des commentaires classiques. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui était Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban ou le Nachmanide? Il a plusieurs noms. Voilà. On va dire Nachmanide parce que Ramban et Rambam, souvent les gens se mélangent. Donc c'est Nachmanide et Maïmonide. Ils sont contemporains. À peu près. C'est-à-dire que quand le Maïmonide est parti de ce monde, le Nachmanide avait 10 ans. Donc ils sont à peu près contemporains. Je vais dire de manière assez schématique pour résumer en fait sur l'importance de Nachmanide. C'est d'abord son commentaire de la Torah, qui est un commentaire qui est aujourd'hui étudié de manière universelle, quels que soient les milieux, et qui est étudié partout, qui est un commentaire vraiment de référence. Il y a son rôle éminent dans ce qu'on a appelé la dispute de Barcelone. C'est un débat avec l'Église qui s'est passé dans la ville de Barcelone, où j'en parle pas mal dans le livre, et où en fait c'est un peu le procès du messianisme juif, si on peut dire ça comme ça, puisque en fait ça vient d'un juif qui s'est converti au christianisme, qui vient attaquer. Donc le Nachmanide est sommé de se présenter et de s'expliquer par. Il y a même le roi d'Aragon qui est présent, et donc qui vient s'expliquer en place publique. Pourquoi ? Pour dire pourquoi. Pourquoi les Juifs pensent que le Messie n'est pas encore arrivé, et que donc il est en tout cas il est attaqué à texte à l'appui. Donc le Ramban Nachmanide va répondre à ça, argument à l'appui. Le texte est disponible, ça s'appelle La dispute de Barcelone. C'est un livre que j'avais lu il y a longtemps, et en travaillant sur les textes de Nachmanide, ça m'a permis de le relire, et même de faire à la fin de mon livre une petite conclusion avec un parallèle avec la situation que vit Israël actuellement, d'une certaine façon, où on est constamment sommé de s'expliquer, quoi. Donc là, Nachmanide, il est sommé de s'expliquer sur les fondements de la foi juive en place publique. Donc il est aussi connu pour ça, et je dirais
un autre aspect de Nachmanide très important, c'est qu'il a été une sorte d'arbitre dans les grands débats du Moyen-Âge qui ont suivi la publication du Guide des égarés de Maïmonide, le Moré Nevuchim, et en fait qui a fait beaucoup de remous parce que c'est entre guillemets un peu comme un traité philosophique, et que dans toute l'Europe du Nord, c'est un livre qui a été banni. Dans l'Europe du Sud, il a été plus ou moins adopté. Et le Nachmanide s'est retrouvé au milieu de cette controverse, un peu comme une sorte d'arbitre. Voilà. Et ça, je l'explique aussi un peu dans le livre, et c'est très important dans l'histoire de la pensée juive. Si tu devais résumer en quelques mots, en quelques phrases, la pensée de Nachmanide, quel serait ce résumé ? Alors, c'est pas évident. Nachmanide, c'est évidemment un talmudiste, un kabbaliste. Souvent, on l'oppose à Maïmonide, dans le sens où Maïmonide est un rationaliste. Nachmanide, lui, étant donné qu'il est un kabbaliste, c'est pas forcément rationaliste, ce qu'il écrit, ou même pas du tout. Alors, dans le livre, on pourra voir des textes là-dessus où typiquement, je vais donner un exemple qui va permettre de le comprendre. Dans la paracha de Vaïkra, et qui aborde la question des sacrifices, c'est une question que tout le monde se pose. C'est quoi tous ces sacrifices ? Maïmonide va donner une raison, on va dire, rationnelle, pourquoi à un moment, Dieu a demandé aux hommes, aux enfants d'Israël d'amener des sacrifices. Et Nachmanide va l'attaquer en lui disant mais il n'y a aucune raison, c'est une odeur agréable pour Hachem, ça veut dire c'est une pure volonté du maître. Et après il développe ce thème, mais il s'oppose à ça. Donc c'est un aspect, mais bon, les autres aspects, chacun pourra les découvrir. Tous les deux ont vécu en Espagne ? Voilà. Enfin, le Maïmonide a beaucoup bougé. Il était en Égypte aussi, mais Nachmanide était en Espagne. Il est parti suite à la dispute de Barcelone. Il est parti en Eretz Israël. Il s'est mis entre guillemets en conformité avec aussi. Le fait que ça aussi c'est bien connu que Nachmanide considère l'Aliyah comme une mitzvah, à la différence de Maïmonide. Ça, on va dire, j'explore cet aspect dans le livre parce que c'est très important. Maïmonide qui pense que ça fait partie, c'est pas une mitzvah en fait à part entière. C'est pas une mitzvah à part entière, mais c'est une mitzvah quand le peuple habite en Eretz Israël. Bon, il faut étudier la question. On peut pas tellement le résumer. Et ça c'est aussi un aspect très important. Il y a d'autres aspects importants. Par exemple, on ne peut pas ne pas parler quelque chose qui a sa source dans le Midrash, qui est pour lequel Nachmanide a une idée qu'il a beaucoup popularisée, c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont des signes pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, Avram est parti en exil, et donc après ça se rejoue la même chose. Les enfants de Yaakov vont partir en exil, les Juifs vont partir en exil, et tout ça pour revenir sur leur terre. Et c'est une espèce de matrice. Et en fait, c'est vraiment Nachmanide c'est un midrash au départ, mais qui a popularisé cette idée qui est si fondamentale, et que nous, en fait, même en revenant, et tous ceux qui sont revenus en terre d'Israël, on s'inscrit dans quelque chose qui était déjà annoncé dans la Torah. Alors, ce livre, Sur un chemin de vérité, est partagé donc, selon les parachiotes. Voilà, donc chaque paracha avec un commentaire ou plusieurs commentaires de Nachmanide. Alors, puisque tu es là, on va en profiter pour écouter peut-être
un commentaire sur la paracha de cette semaine. Voilà, alors écoutez, faisons une petite étude de Chumash pour nos auditeurs. Donc, je vais essayer de le résumer, mais je vais essayer en tout cas. Et en plus, c'est un passage qui est au cœur de la dispute de Barcelone, sur lequel donc Nachmanide a été attaqué pendant. On est en 1263, donc il y a plus de 750 ans. Et donc, il y a un verset dans la paracha de Vaïri qui clôt le Sefer Bereshit, qui nous dit « Lo yasur shevet mi Yehuda, ou merokek mi ben raglav, ad yavo shilo velo ikat hamim ». Traduction, le sceptre de la tribu de Yehuda ne se retirera pas. En plus, shevet, c'est la tribu, mais ça veut dire aussi le sceptre. Ou Mechokek mi ben raglav, c'est-à-dire ni le Mechokek, c'est ni le législateur d'entre ses pieds, puisque Mechokek, ça vient de Chok, la loi, et Adiavo, Kiyavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo, c'est le Mashiach, à lui l'assemblée des peuples. Voilà, donc ce qui est au cœur de ce verset, c'est le fait que la tribu de Yehuda, de Juda, c'est elle qui est la tribu de la royauté, et donc jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Et donc, pourquoi on dit que Nachmanide a été attaqué ? Parce qu'on vient lui dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus de roi juif. Donc, s'il n'y a plus de roi juif, tu vois bien que il peut pas y avoir de Messie. Et lui, il va répondre à ça. Il va répondre à ça, mais il a un commentaire très intéressant sur place, où il va nous parler des Hashmonaïm. On était à Hanouka il y a quelques jours. Voilà. Donc, les fameux Maccabim, donc la famille des Maccabim au cœur de Hanouka. En fait, de cette famille est née la dynastie donc des Hashmonaïm, les Hasmonéens, qui a duré 150 ou 200 ans en tout cas. Et en fait, nous dit le Ramban, il nous dit que c'était des chassidés Elion, des gens de piété, des gens très très élevés, mais ils ont commis une grande faute, c'est c'était des Kohanim, ils venaient de la tribu de Lévi et ils ont pris le pouvoir politique. Alors que ça aurait dû être Yehuda. Voilà. Et donc ça, c'est la faute qu'ils ont commise, de prendre d'usurper le pouvoir politique. Et en fait, ce qui va se passer, nous dit-il aussi après, c'est que progressivement, toute cette famille vont évoluer vers ce qu'on appelait les tzdukim, les sadducéens, qui ne reconnaissent que la loi écrite, à la différence des pharisiens, des pérouchim, dont la tradition rabbinique est issue, qui a eu le lead, puisque c'est la loi orale qui fait loi. Voilà, tout ça à cause du fait qu'ils n'étaient pas de la tribu de Yehuda, en fait. Voilà, ils étaient de la tribu des Lévi, c'était des Kohanim, et ils ont usurpé le pouvoir. Voilà. Et c'est un commentaire en plus, comme on l'a dit, qui est très intéressant pour faire le lien avec toute la polémique de la dispute de Barcelone. Voilà, donc sur un chemin de vérité, donc sur la paracha de la semaine inspirée donc de Nachmanide, un livre qui est édité aux éditions Lishma. Un petit point en plus pour dire, c'était très important pour moi. Chaque sefer, il est dédié à un soldat qui est tombé pour le pays. Donc comme pour mon livre précédent, j'avais insisté pour que ça soit pas juste le nom du soldat qui apparaisse, mais une photo couleur avec ce qui raconte son histoire. Et chacun le soldat, c'est le soldat. Il y en a 5. Il y en a 5. Donc on peut les voir à l'intérieur. Oui, on peut les voir à l'intérieur et s'inspirer de leur vie et de leur histoire. Très bien. Donc c'est le livre qui apparaît aux éditions Lishma. Je suppose qu'on peut
se le procurer sur le site. Sur le site des éditions Lichma, dans et toutes les bonnes librairies. Et un salon du livre qui aura lieu dimanche à partir du 18h, le salon du... le 5. Le 4, le festival du livre de la Viso, qui aura lieu à la synagogue de Mekor Chaim. Voilà, il y aura plein d'auteurs francophones, dont votre serviteur, la chanteuse Chirel, et plein d'animations, et voilà, et un buffet. Formidable ça. On sait déjà le prochain sage qui va faire je sais pas encore d'un livre ou pas encore. Je sais pas encore. Là, je me repose un peu et on verra. Je vais répondre aussi au téléphone. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom.